Rebonjour tout le monde, salut tout le monde. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un mouvement social historique en Serbie qui est en train de se passer. Sans doute le mouvement social le plus facilement du 21e siècle, sans aucun doute, c'est l'événement historique le plus important depuis 25 ans en Serbie, depuis la chute de l'ancien régime, donc sous Milosevic, donc en 99, où le Parlement a brûlé quand même, donc on ne parle pas de rien. Donc, on a déjà couvert ces événements-là sur la chaîne, donc je vous invite vraiment à aller regarder les interviews d'une journaliste du Monde diplomatique, où on revient plus sur la géopolitique, la construction du mouvement, et une autre interview donc en anglais sous-titré français d'une étudiante active dans ce mouvement-là, où on parle plus de vraiment comment le mouvement a grossi au fur et à mesure et quelles ont été les stratégies et les techniques des étudiants et de la population pour contrecarrer la répression d'État et quelle forme d'organisation les étudiants ont su organiser, ont su créer. Et voilà, donc je ne vais pas passer en détail non plus trop longtemps sur ce sujet-là parce qu'on les a déjà beaucoup couverts sur la chaîne. Mais je vais quand même revenir sur 2-3 points, sur le déroulé historique rapidement. Et pourquoi je voulais parler de ça, notamment dans ce live, qui est en lien avec donc la condamnation du RN et l'état de droit, c'est parce que l'état de droit est au cœur des revendications du mouvement étudiant serbe, qui est maintenant un mouvement d'ampleur nationale, et qui pose aussi des questions très importantes sur la démocratie et sur la démocratie représentative. Alors, un contexte très rapide. Donc, le président au pouvoir s'appelle Aleksandar Vučić. Il est président, le nom est trompeur, du Parti progressiste serbe, mais qui est en fait un parti nationaliste d'extrême droite. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, bien qu'on le qualifie de pro-russe ou que sais-je, en fait, il est aussi très soutenu par les dirigeants allemands et français. Par exemple, Emmanuel Macron l'a invité à l'Élysée le 9 avril 2025, donc très, très récemment, pour des questions d'intérêt économique, notamment de stabilité, même s'il ne fait aucun effort en termes de lutte contre la corruption, même ça s'empire, alors que c'est des critères essentiels pour entrer dans l'Union européenne. Les pays européens le soutiennent quand même par rapport à ces intérêts-là. Donc pareil, on en parle beaucoup plus dans les vidéos, je vous invite à aller voir pour plus de détails. Et un deuxième fait important, c'est que les élections 2023 ont été truquées d'après l'Union européenne, et aucun parti d'opposition n'a vraiment la confiance des gens. Et ça, c'est un point important pour le mouvement. Donc, le mouvement commence par un événement tragique lié à la corruption, à savoir l'effondrement du haut-vent de la gare de Novi Sad, donc c'est la deuxième ville du pays, où 14 personnes meurent, une 15e meurt très rapidement suite aux blessures, et une 16e est hélas décédée mi-mars. Donc ça a généré évidemment de l'effroi parce que c'est un lieu que quasiment toutes les Serbes connaissent, sont déjà allés ou ont des personnes qui auraient pu y être à ce moment-là. Des rassemblements pacifistes ont été organisés souvent autour de ronds-points ou pour une sorte de blocage un peu gentil, mais des rassemblements pacifistes de 15 minutes de silence à l'époque, où il y avait entre guillemets que 15 morts, a été organisé tous les jours à 11h52, l'heure de l'écroulement. Et à partir de là, des personnes commençaient à attaquer les gens qui se regroupaient, donc principalement des étudiants et des personnels du corps enseignant du supérieur, donc des professeurs ou du personnel d'université. Et en fait, ces personnes-là, les nervis, les gens qui allaient taper des manifestants pacifistes, ou même il y a des vidéos de voitures qui viennent tenter de renverser des manifestants, des liens ont été trouvés avec le parti au pouvoir, donc le parti d'extrême droite de Vučić. Donc ça a radicalisé le mouvement qui a commencé donc par des rassemblements pacifistes, où ensuite il y a eu des blocages d'universités, puis tout un tas de corps sociaux différents, donc les agriculteurs, les avocats, les ingénieurs, les pompiers, les professeurs y étaient déjà, ont rejoint le mouvement, et maintenant la population serbe est complètement derrière ce mouvement-là depuis globalement
Donc là, ça, c'était le 1er novembre, l'écroulement de la gare. Et depuis janvier, février, énormément de gens soutiennent le mouvement donc, dirigé par les étudiants, mais qui est soutenu par l'écrasante majorité de la population. Et donc, voilà, c'est un mouvement qui s'est construit sur des revendications très raisonnables, on va dire. Donc la première revendication, c'est la transparence des documents sur le projet de rénovation de la gare qui s'est écroulé. À savoir que c'est un projet, donc il n'y a aucune transparence de documents. On sait juste qu'il y a 6 fois plus de budget qui était dépensé que prévu. Il y a 15 millions d'euros, on ne sait toujours pas trop où ils sont, alors que voilà, on voit le résultat que ça a donné, ça a tué des gens. Il y a une demande d'augmentation de 20% du budget de l'éducation supérieure. Il y a ensuite deux demandes qui sont très liées à l'état de droit, à savoir amnistie des personnes qui ont été condamnées, qui ont été arrêtées par la police sans aucune raison, et condamnation des personnes qui ont commis des violences sur les manifestants. Donc voilà, à partir de ces 4 simples réformes, qui sont vraiment, encore une fois, très, très gentilles, très même de bon sens, on pourrait dire, quand on vit dans un pays qui est censé avoir un état de droit, la population s'est radicalisée derrière le mouvement étudiant. Et ensuite, des marches ont été organisées dans le pays, c'est-à-dire les étudiants allaient de ville en ville, en passant par des petits villages et étaient accueillis voilà, vraiment dans des ambiances de fêtes populaires, de joie populaire. Puis ensuite, maintenant, il y a une action très innovante, moi je trouve ça génial, où une centaine d'étudiants environ, d'étudiantes et d'étudiants sont partis le 3 avril de Belgrade et sont arrivés le 15 avril à Strasbourg pour justement se faire entendre par le Parlement européen. Et on fait tout ça en vélo, donc en communiquant chaque jour et en étant accueillis par la diaspora serbe, mais pas que. Ça a touché même plus que la diaspora serbe dans tous les lieux où ils s'arrêtaient. Donc voilà, ça a généré, c'est un mouvement, on va dire, c'est une idée très novatrice. Donc voilà, c'est un mouvement, on voit qu'il y a beaucoup d'idées derrière la tête et qui a une forme d'organisation intéressante parce que les étudiants s'organisent autour de plénum, donc c'est des sortes d'assemblées plénières à huis clos. Seuls les étudiants ont le droit d'y aller. Donc dans chaque université, parce que vraiment toutes les universités s'y sont mises, même des universités privées d'ailleurs. Et donc les étudiants se retrouvent tous les jours pour débattre en démocratie, avec un fonctionnement en démocratie directe, pour voter quelles sont les prochaines actions du mouvement, quelle va être la suite. Et ce mouvement démocratique a été diffusé dans le reste de la société à travers leurs revendications. Donc encore une fois, c'est des revendications très, très légalistes. Appliquons l'état de droit, appliquons la Constitution. Et à partir de là, des mouvements citoyens sont même formés par les étudiants pour s'organiser eux-mêmes à travers des plénums et contourner cette corruption qui est absolument partout. Donc pour vous donner une idée, on a besoin d'adhérer au parti pour monter dans l'échelle de l'entreprise. On a besoin d'adhérer au syndicat officiel des professeurs si on veut être entendu et qui est évidemment lié au parti et qui gère le fonctionnement des écoles, etc. Ou pareil pour les ingénieurs qui doivent faire ça. Et donc, il y a des contournements qui sont faits. Ça s'appelle donc des zborovi. C'est l'idée, voilà, c'est des rassemblements citoyens où les gens prennent des décisions au local, peuvent faire valoir leurs droits. Donc, il y a ça qui se met de plus en plus en place un peu partout dans le pays. Il y a les professeurs qui, justement, contournent maintenant ces syndicats-là, ou les parents de ces syndicats de professeurs complètement corrompus, ou les parents d'élèves qui s'organisent de manière indépendante. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui se passent. Pour les ingénieurs, par exemple, il y a aussi le fait de... Pardon. Il y a aussi une demande, et pareil, une volonté de se liguer contre la Chambre des ingénieurs de Serbie, parce que de plus en plus d'ingénieurs osent porter la voix pour dénoncer des problèmes de corruption et de non-respect des standards, notamment dans les attributions de certains projets d'infrastructures publiques, par exemple. Donc voilà, c'est ce genre de mouvement qui est en train de se passer. Et encore une fois, je le répète, c'est vraiment des revendications très basiques avec un mot d'ordre qui est le suivant: appliquons la Constitution et respectons nos institutions. C'est vraiment que ça qui est demandé. Et pourtant, les gens se liguent et c'est un mouvement, voilà. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça révolutionnaire, mais en tout cas,
on est dans une séquence transformatrice dans le sens où la société se transforme vraiment. Il n'en peut plus d'avoir cette corruption à tous les niveaux. Évidemment, corruption politique avec des élections truquées, un président qui ne respecte pas la Constitution, qui s'implique dans les affaires intérieures du pays, alors que normalement, il devrait s'occuper que de l'international. Les syndicats de professeurs, d'ingénieurs, de tout un tas de métiers sont enfin contournés et discutés par une réelle volonté démocratique et une volonté de souveraineté. Parce que ce mouvement pose cette question intéressante de on a une bonne constitution, on a des bonnes lois globalement, mais elles ne s'appliquent pas. On a de bonnes institutions, mais elles ne font pas leur travail. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a une différence entre le légal et ce qui existe vraiment. Et donc, il y a vraiment une logique de compréhension de ces rapports de force et que si les gens ne sont pas investis par eux-mêmes, ça ne se fera pas. Et ça a généré voilà, une forme de ferveur populaire où les gens prennent en main leur futur et se disent non, on va s'organiser nous-mêmes, on va être capable de contourner, on peut faire les choses nous-mêmes, on va contourner les institutions sclérosées existantes qui ne font pas leur travail, qui ne mènent pas le travail d'enquête. Et donc je trouvais ça très intéressant. Et ça me faisait penser à... Il y a une campagne actuellement menée notamment par la France Insoumise, mais c'est aussi voilà, tous les partis du NFP soutiennent l'idée d'une 6e République. Mais la France Insoumise fait une grosse campagne sur ce sujet-là. Il y a une pétition en ligne d'ailleurs pour avoir une assemblée constituante pour réécrire la Constitution, etc. en France. Donc il y a eu une interview de Barbara Stiegler qui a été faite où elle dit, donc Barbara Stiegler qui est une philosophe, qui parle du fait que la démocratie n'a jamais été donnée au peuple. Ce sont les gens qui se sont mobilisés par eux-mêmes pour faire advenir la démocratie et que, ou en tout cas gagner des droits, donc souvent on parle d'acquis sociaux, mais c'est également des conquis sociaux, on devrait dire. Et également un deuxième point intéressant qu'elle dit et qu'on voit parfaitement dans ce qui se passe en Serbie, c'est le fait que les gens s'adaptent très rapidement à un habitus démocratique, si on peut appeler ça comme ça, au fait vraiment d'appliquer la démocratie. Ça fonctionne. Les gens arrivent vraiment à prendre les choses en main rapidement et on voit ce qui se passe, c'est qu'avec cette ferveur populaire, cette mobilisation, les gens reprennent confiance en eux, osent d'arriver avec des pancartes voilà, très créatives. On voit beaucoup d'éléments de... J'ai été en Serbie, je voyais beaucoup d'éléments de pop culture repris dans les pancartes, dans les slogans, il y avait des mèmes, etc. Vraiment de ce côté-là, c'est pour nous, on montre qui nous sommes et on fait les choses nous-mêmes. Et voilà, donc il y avait ce fonctionnement-là que je trouvais intéressant à mentionner. Et je pense que c'est important pour nous, la plupart des gens ici qui écouteront ça seront francophones ou en France, en tout cas francophones de manière générale. Et c'est important d'avoir cette réflexion-là, parce qu'on parle beaucoup de débats démocratiques, machin, mais ce côté de on fait les choses nous-mêmes, on pose les vraies questions sur la démocratie représentative, où l'élu est censé être le sachant et les autres ne savent pas faire, n'est pas vrai. Et il est possible leur confiance en soi collectivement pour faire advenir des changements structurels et réellement transformer la société. Donc voilà, j'ai mentionné les plénums. Et voilà, après, je vais conclure quand même sur, pour ne pas faire trop long, il y a des vidéos encore sur la chaîne à regarder, mais sur les questions et les prochaines étapes, actuellement, il y a quand même des limites à ce mouvement-là parce qu'il n'y a pas de débouché politique évident, c'est une des difficultés. Le mouvement s'est construit en rejetant tous les partis, en disant que de toute façon, les élections sont truquées, donc on ne fait rien tant que les institutions ne sont pas réparées, et aucun parti ne vaut la peine, pas même l'opposition, parce qu'ils n'ont pas fait mieux au niveau lutte contre la corruption, ils n'ont rien changé. Donc il y a vraiment cette prise de conscience de on va changer le système par nous-mêmes. Et donc voilà, dans les limites, il y a ça, pas de débouché politique, et actuellement, il y a des débats qui sont un peu montés en épingle aussi par les médias serbes, qui ne sont pas forcément, voilà, évidemment, les médias ne sont pas forcément indépendants. Il y a des bons médias, mais globalement, ils ne sont pas tous indépendants, ils ne soutiennent pas forcément le mouvement, ou on ne présente pas l'aspect le plus positif. On parle de division, cette fac a fait ce communiqué contre celle-ci, machin. Mais actuellement, il y a des débats autour du gouvernement technique qui aurait été mis en place le 16 avril avec Duro Mochut, qui est voilà, censé être une personne un peu neutre, machin. Mais voilà, donc il y a ces débats autour. Est-ce qu'on accepte un gouvernement technique pour quand même faire appliquer nos revendications de base, d'application de l'état de droit, de transparence des documents,
ou est-ce qu'on trouve une autre manière pour continuer à faire vivre le mouvement pour pas qu'il meure. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant, ce côté démocratisation par le bas et réelle compréhension des rapports de force, et que ce n'était pas un problème individuel, mais un problème systémique. Il y a un grand slogan, c'est Machine, the machines after the machinery. Donc, on change la machinerie, on change la mécanique, on change le système avant de changer les machines, donc les individus. Donc voilà, cette réflexion systémique et démocratique me paraissait intéressante. Et je peux conclure sur ça, sur le fait de, voilà, n'hésitez pas à suivre ce mouvement qui est sans doute, et même tout ce qui se passe dans les Balkans, en Grèce, au Monténégro, etc. C'est une des séquences les plus importantes qui se passe en Europe des années 2020 pour sûr, et peut-être même du 21e siècle.